Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour cette émission, finalement une émission de Noël, on va parler réveillon de fin d'année. Mais attention, pas de réveillon où ça saucissonne, où ça nappe à carreaux, où l'accordéon ferait musette et le public serait mené à la guinguette. Non, non, aujourd'hui, on joue dans le fin, dans le précieux, l'excellence. Alors, pour cette émission, mesdames et messieurs, il me faut sortir le grand jeu. Pas de langue cossarde, du lieu commun en haillons, grosse culotte en coton. Non, non. Aujourd'hui, il me faut des mots qui ont des dessous en dentelle, des figures qui ont un peu de style, de la langue fine, du fin, du gourmet, du réveillon, catégorie danseur, étoile cirée, à l'image de notre sujet du jour et du prestige du domaine de Boignard. Édouard Chanrenaud, directeur du domaine, Valentin Maurice, chef étoilé, sont nos invités. Allez, on se prépare à Noël. Je te dis joyeux Noël. Ah oui. Tu me dis joyeux Noël. Joyeux Noël, mon c'est c'est pas encore. Il va falloir patienter. On y arrive, on y arrive. Ah ben justement, pour attendre Noël, on a sorti le grand jeu. Attention, attention mesdames et messieurs, roulement de tambour de cuisine, nappe musicale, il est là. Le danseur étoile cirée qui brûle les planches à découper. Grand Manitou du Fétou, le grand sage de l'œsophage, le saint Augustin de l'intestin, Mozart de l'asperge et de la langoustine, sauveur des saveurs, tireur de tartes aux pommes, D'Artagnan du saignant, la fine lame des bottes de radis, un chevalier culinaire constamment sur le fil du hachoir qui ne cesse de remettre en cause, d'interroger sa cuisine, d'explorer, inventer. Le couteau à la main, il part en rasade contre la malbouffe qui s'en va en guerre, bœuf mironton-mirontaine, bien décidé à valoriser les produits locaux avec une appétence, il faut le dire, pour le végétal, c'est du circuit court. Sa cuisine, c'est un spectacle. En magicien étoilé, Valentin Maurice réconcilie les œufs brouillés, il retape les pâtes brisées, il parle l'anglais couramment, fréquente forcément le gratin du domaine, il manie le bulldozer, le fouet, la sauteuse. Sa cuisine est une musique délicieuse, en virtuose du piano de cuisine, il est inoxydable. Un tempérament d'acier qui sait lire dans les lignes de la faim. Et sa véritable religion, vous l'avez compris, ce sont les casseroles. Et si d'ailleurs, comme tout à chacun, il traîne quelques casseroles, les siennes sont émaillées, comme sa carrière, de belles réussites et d'étoiles. Aujourd'hui, il vient nous parler du repas de réveillon. Réveillon du 1er de l'an, dans un domaine d'exception. Dîner au Chanel, mais qu'y a-t-il à la carte? Spiriteux, spirituel, recueillement de l'âme, gargouillement des estomacs, confitéor, confit de canard, allez savoir, patience. Nos deux invités vont tout nous dévoiler. Comment se prépare un réveillon, pardon. Quelle est l'histoire du domaine? À quoi s'attendre pour ce réveillon? Ce menu? Quelle formule? Allez, autant de questions que nous allons leur poser. Cher Valentin, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Monsieur Chanrenaud, bonjour. Bonjour. Également très heureux. Donc peut-être avant de commencer la discussion et que vous nous révéliez ce qu'est le domaine, et puis on a hâte de savoir le menu de la carte, en tout cas pour ce réveillon, permettez-moi de vous présenter. Alors comment dirais-je, ils sont nos deux idoles des jaunes d'œufs. Ils déconnent à plein tube digestif, c'est nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour les Jean-Pierre. C'est ça, c'est pratique, hein. Un même prénom pour deux personnes. Ah oui, on fait à l'économie. Ah, c'est bien. Ça va, vous êtes impatients d'être à Noël, j'imagine, les Jean-Pierre. Oui. Ouais. J'espère que j'aurai une orange. Oui, alors par contre, c'était pas la peine de mettre vos chaussures au pied du sapin. Hein, ça pouvait attendre un petit peu, mais bon. Ben oui. Je vois que je suis impatient. Ah, vous êtes impatient. Je suis impatient. Alors, au menu, du coup, avec un chef étoilé. Ah, ben avec un chef étoilé, alors c'est de la simplicité. Ma grand-mère disait, mon petit gars, t'as pas une goule à manger de fion. Voilà. Et puis, j'avais Marguerite, qui était l'amie de ma maman, et qui travaillait dans les maisons bourgeoises à Nantes. Et donc, elle faisait un flan martiniquais. À l'époque, ce qui était en avance sur son époque, il y a plus de 50 ans. Voilà. Donc c'est une recette de base qui est simplissime, puisque moi je donne des choses abordables que tout le monde puisse réaliser dans sa cuisine. Donc voilà, c'est un flan martiniquais avec de la noix de coco. C'est basique et simple et très bon. Martiniquais. Et pas cher. Et avec du rhum. Et un petit peu de rhum. Un petit peu. Donne du rhum à ton homme. Merci Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Bertrand, alors le menu du jour vous inspire pour... J'ai trouvé dans nos des fonds archives. un certain nombre d'archives, mais
rappelait, j'ai trouvé un témoignage qui rappelait quand même que le phénomène du réveillon, c'est vraiment quelque chose de contemporain. C'est vrai? Bah oui. Oui, c'est sûr. Bah oui, dans les années 60 apparaît, dans nos campagnes, hein, le réveillon. Avant, non. C'était une veillée comme les autres, avec un petit peu plus tard couché, mais c'est tout. Et puis le deuxième témoignage, alors ça, c'est ancestral puisque c'est la Gille en nu. Ah, Guy nu. La Gille en Ah nu. oui. Ah oui. Alors le soir de la Saint-Sylvestre, les pauvres allaient quêter chez les plus nantis quelques victuailles pour passer un premier de l'an confortable à table. Donc voilà, on a ces deux témoignages qu'on va entendre. Très bien. Eh bien, on a hâte de savoir tout ça. Avant de dévoiler le menu de la Saint-Sylvestre, peut-être vous pourriez nous présenter, je pense à vous, Monsieur Chanrenaud, le domaine de Boignard. Alors le domaine de Boignard ou du Boignard, Oui. est à Chambretot. Chambretot, donc on Voilà. est dans le Nord-Vendée. Exactement, et c'est dans un magnifique parc boisé de 14 hectares et un très beau château qui a été construit en 1407. Voilà, et puis qui a subi quelques problèmes durant les guerres, et notamment la guerre vendéenne, mais qui a été reconstruit magnifiquement, qui est aujourd'hui et depuis presque 20 ans la propriété de Jean-Michel Mousset. D'accord. Et qui a vraiment créé un domaine sur ce parc boisé et autour de ce château. Aujourd'hui, donc, il y a 2 établissements hôteliers, un établissement hôtelier de 5 étoiles, avec 3 propositions d'hébergement, dont notamment les Maisons des Bois, qui sont vraiment... on a vraiment l'impression d'être en pleine nature. Ouais. Voilà. Et puis en plus, on a dans ce parc, on a quelques animaux qui sont au pied de ces Maisons des Bois, dont des walibi, dont un émeu. Spectateur privilégié de la nature, quoi. Exactement. Bien sûr, des chambres dans le château. La table du Boignard, donc dirigée, comme vous l'avez dit dans votre introduction, par Valentin, notre chef, qui a également concocté la carte du bistrot, parce qu'on a attenant un bistrot, le bistrot du Boignard, qui est lui rattaché, on va dire, à un autre hôtel, donc 3 étoiles. 3 étoiles, d'accord. Donc sur le domaine, vous avez 2 établissements, 2 fois 27 chambres. 5 étoiles, 3 étoiles. Et nous proposons, outre la gastronomie, également un spa. Et là, nous travaillons en partenariat avec La Chênaie. Et donc, on reste dans ce thème, bien sûr, du bois, qui est très important. On a aussi des fauconniers. Alors, vous pouvez voir sur ma veste le symbole du Boignard, parce que le Boignard, qui s'écrivait en 2 mots, le Boignard, et Niard, en fait, était l'épithète qui qualifiait les oiseaux de chasse au vol. Voilà. Et donc, on est retourné à cette origine pour en redéfinir très récemment le symbole. Donc voilà. Clin d'œil à l'histoire. Exactement, que je porte fièrement. On a des salles de séminaire pour permettre d'accueillir des événements où on va pouvoir conjuguer un moment de travail, des moments de détente avec le spa, avec la piscine, avec le jacuzzi, et de profiter de la table de Valentin, que ce soit sur effectivement une gastronomie très haut de gamme étoilée, une gastronomie bistronomique, tout aussi goûteuse et savoureuse, mais faite exprimer plus directement. D'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire Et ça fait combien de temps que le domaine a ouvert ses portes? Alors, le domaine a ouvert ses portes, en fait, avant que Jean-Michel Mousset rachète le domaine. C'était un propriétaire anglais qui s'était lancé dans l'hôtellerie-restauration, déjà avant lui, mais juste sur le château. Et qui n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. Et donc Jean-Michel, quand il a racheté, a continué et a exploité et a développé, justement avec la construction de ces fameuses Maisons des Bois. Il y en a 10. Et voilà. Donc le bien-être est au rendez-vous. C'est exactement ça. Voilà. Vous faites exactement. C'est vraiment la thématique que l'on veut développer. Et c'est d'ailleurs, merci pour cette passe décisive, parce que ce sont des semaines, des thématiques que l'on va développer, des semaines bien-être, sur lesquelles on va proposer à travers différents
différents thèmes, différents ateliers, et ce bien-être effectivement spirituel, physique, de méditation, de ressourcement. Le lieu s'y prête. Le lieu s'y prête magnifiquement, ouais. et donc on va justement avoir aussi des conférenciers, des intervenants qui vont permettre de pouvoir vivre pleinement ce bien-être. Et Valentin, j'imagine qu'un domaine comme celui-ci, domaine d'exception, ça inspire forcément. C'est forcément inspirant. Moi, je suis arrivé il y a 8 ans là-bas. J'ai choisi ce domaine-là pour son lieu atypique, pour sa forêt, pour le côté nature. C'est pour ça que ma cuisine est aussi axée énormément sur le végétal. D'accord. Depuis 2 ans, on a la chance d'avoir nos terres où on cultive nos légumes. Je fais toutes mes cartes, tous mes menus à base de ça, à base de cette signature, à base de nos produits qui sont aux portes de la cuisine. On ne peut pas faire plus court. Non, on ne peut pas faire plus court. Ça gagne en énergie, ça gagne en transport, ça gagne en stockage parce qu'on cueille, on transforme directement, ça passe pas par la case frigo. On obtient des légumes de nos goûts, on obtient nos saisons à nous et on travaille avec nos produits, quoi. Donc c'est assez merveilleux. Alors c'est pas le tout. Alors bien sûr que les produits sont importants, mais après il y a le savoir-faire. Il y a le savoir-faire. Les mains d'or du chef, j'imagine. Il faut savoir qu'on n'est pas magicien. C'est vrai, si j'ai le dit produit magicien. de base est pas bon, on ne peut pas faire de miracle. Ça aide forcément d'avoir tout sur place et fait par les mains d'un maître aussi. Laurie, mon maraîcher, s'en occupe très très bien et c'est grâce à lui aussi qu'on arrive à faire de la belle cuisine. Et entre cuisine gastronomique et bistrot, il y a de quoi s'épanouir, inventer, chercher. On travaille sur les 2 restaurants de la même manière. C'est vrai, la même énergie. Exactement, la même énergie, les mêmes façons de travailler, la même idéologie de cuisine sur le végétal, sur le terre-mer, l'histoire du zéro déchet, où on utilise des épluchures pour faire des sauces grâce à des torréfactions, des décoctions végétales. C'est vraiment l'axe de la cuisine. Après, sur le bistrot, on n'est pas sur les mêmes tarifs, forcément. Donc on travaille de manière intelligente, on développe un peu moins la sophistication. On ne veut pas forcément que la table du bistrot fasse une rivalité à la table étoilée. Mais par contre, ça permet à la clientèle locale, avec des moyens un peu plus... de pouvoir y accéder. Y accéder, pouvoir goûter notre cuisine. Et pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, comment on s'y prépare? Alors ce sera uniquement du côté gastronomique ou pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est uniquement du côté gastronomique. C'est un menu que j'ai préparé il y a un peu plus d'un mois. C'est un menu, c'est sûrement le plus beau menu de l'année où on rassemble les plus beaux produits, les produits les plus nobles. Il est construit avec les produits de septembre à décembre. D'accord. On peut avoir les melons d'hiver qu'on a récoltés il y a 2 semaines et que je garde en conservation jusqu'au 31 décembre. Les baies de sirop qu'on a été cueillir au bon moment, pareil, qu'on met en fermentation et qu'on travaille dans certains plats. Et tout le menu a été construit comme ça, de A à Z, avec les produits nobles qui vont avec, comme le turbo sauvage, les Saint-Jacques de plongée ou encore du cerf et le caviar. C'est un voyage finalement que vous composez, auquel vous invitez. Ouais, cette composition, elle est faite de manière assez structurée parce que c'est quand même un gros menu avec 12-13 étapes. Et on ne veut pas que les palais soient saturés, on veut que les gens puissent l'assimiler avec plaisir. Et donc chaque plat est construit de manière à pouvoir s'enchaîner agréablement. Accueillir l'autre. Et du coup, on est sur quel tarif pour un menu? On est sur un tarif de 195 €. D'accord. À côté de ça, notre sommelière, Ségolène et Mathieu travaillent en collaboration où on met un accord avec les vins de prestige, avec des belles bouteilles qu'on a pu conserver, des vins de garde. Et on peut faire aussi avec les mets des accords sans alcool où là, nous, on travaille des décoctions végétales, des décoctions animales pour les gens qui reprennent le volant, qui ne vont pas dormir dans nos maisons des bois. Bien. Vous êtes allé en Martinique ? En République dominicaine. En République dominicaine, parce que je crois que notre chroniqueur nous emmène en Martinique, si j'ai bien compris. Donne du rhum. Eh bien, du rhum, allez, donnez-nous du rhum. C'est maintenant la chronique à table de Jean-Pierre Pouvreau. Simple et efficace. Loin de moi... je ne veux pas donner de cours de cuisine, c'est simplement une recette qui est adaptée à tout le monde et réalisable par toutes les ménagères, par n'importe qui. Il faut d'abord une boîte de lait concentré, voilà, qui a déjà été réduit. Il faut 4 œufs bio, on sépare les blancs des jaunes, 130 g de noix de coco, du lait de coco 40 centilitres, du sucre
110 grammes de sucre roux. Et après, on met, suivant les goûts, on met de la cannelle ou de la vanille. Voilà. Alors, dans une poêle, le sucre, on le fait caraméliser, avec ou à sec ou avec un peu d'eau, chacun sa méthode. On dépose le caramel dans le fond d'un plat, qui va aller au four après. Et après, on fouette les jaunes avec le lait et la noix de coco. On les fouette bien. Voilà. Et donc, on couche ça dans le plat qui a reçu le caramel. Et on a rajouté évidemment les blancs montés en neige et on le cuit à 190 degrés pendant à peu près 50 minutes. Voilà, ça donne un flan de coco, voilà, nature, à l'ancienne. Dans les îles, là-bas, il y a beaucoup de lait concentré. Il n'y avait pas beaucoup de... Donc, ils utilisaient beaucoup de lait concentré. Et donc, c'est une recette qui vient de la région nantaise, de Marguerite, qui était la camarade de communion à ma mère. Et donc, à sa retraite, elle lui filait toutes ces recettes de maison d'hôtes dont elle faisait la cuisine. Donc, elle était employée. Voilà. C'est fou aussi comment les recettes, elles se transmettent et elles voyagent finalement. Oui. Et donc, il n'y a pas de rhum dedans. Il n'y a pas de rhum, c'est vrai. Oui, le rhum, c'est... Oui. Non, le rhum, il est où avant ou après? D'accord. Voilà. Ou les deux. Ou les deux. Mais ceci dit, ça supporte Monsieur le est rhum. amateur. Oui, ça supporte le rhum. Hein? Très bien. C'est une de mes recettes, mais j'ai promis à Valentin que je lui ferai tester pour voir Bien s'il sûr. veut bien de moi en cuisine. Alors, C'est le baba au rhum. Ah oui, mais c'est Voilà. un délice. Et, oui, c'est un grand bonheur. Et il y a pas mal de rhum. Oui. Et généralement, je fais 2 sirops. Ouais. Je fais un sirop classique Oui. et un sirop un petit peu plus Voilà. corsé. Oui, plus normal. Voilà. Parce que baba au rhum, c'est quand même le rhum. C'est quand même, il n'y a pas à dire. Merci beaucoup Jean-Pierre. Valentin, on parlait du voyage des recettes, vous parliez de République dominicaine. Ça aide de voyager, de voir d'autres cultures, d'autres recettes? Ça aide énormément. Je pense que chaque chef doit coller à son secteur, coller aux produits régionaux, mais doit aussi pas avoir des œillères et savoir où s'ouvrir à tout. C'est hyper important. La République dominicaine, pour moi, ça n'a pas été vraiment quelque chose où j'ai pu m'inspirer au niveau de la cuisine, parce que c'est des régions où il y a des très très beaux produits, mais c'est des régions où forcément c'est un climat un peu plus exotique et c'est pas des produits qu'on trouve sur le secteur vendéen. Donc c'est pas des produits que je touche trop, malheureusement. Ouais. Mais il y a eu certains voyages au Danemark et tout ça qui m'ont appris énormément de choses et c'est pareil, chaque région, chaque pays a ses façons de travailler et pour ça c'est hyper bien. On a bien compris que la brigade allait s'étendre et que Édouard Chanrenaud viendrait bientôt pour le baba au rhum. Alors, je me tourne vers vous, Édouard. La clientèle du domaine, c'est une clientèle qui est fidèle, qui vient, qui revient. C'est ouvert toute l'année? Comment ça se passe? Oui, le château est ouvert toute l'année et donc on a une clientèle qui revient, qui découvre, qui vient notamment grâce à Valentin parce qu'elle une clientèle comment dire, gastronomique, qui se balade avec le guide Michelin en poche, qui est heureuse de découvrir notre belle terre de Vendée. Une clientèle aussi internationale, un peu plus l'été, qui vient découvrir la Vendée, qui vient et aussi bien sûr découvrir le Puy du Fou, évidemment, dont nous sommes partenaires et partenaires privilégiés et très heureux de l'être. C'est une clientèle qui aime profiter justement et qui aime rester quelques jours pour pouvoir profiter pleinement de tout ce que la région peut offrir. Comment on gère cette pression, Valentin, quand on entend une clientèle aussi qui vient pour son chef étoilé? Comment ça se gère au quotidien? C'est une histoire de rigueur, de régularité. On essaie vraiment de travailler correctement tous les jours. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est une histoire de produit. À un moment donné, une fois que le produit il est bien choisi, qu'il y a des critères de fraîcheur qui sont au rendez-vous, ça devient un peu facile. On part du principe où on forme nos équipes, nos jeunes. Quand les cuisiniers disent que c'est facile. Non, mais cuisiner, c'est un métier de passion et à partir du moment où on met son âme dedans, sa passion, c'est communicatif. C'est ça, c'est que c'est pas que c'est facile, mais ça devient naturel et pour nous, c'est notre plaisir de tous les jours et c'est ce que je dis aux clients, tant que vous êtes heureux, moi je suis heureux. Ouais. Donc finalement, un bon chef, c'est pas seulement le savoir-faire, c'est aussi ce qu'il est, ce qu'il je pense qu'il y a clairement une histoire d'âme qui est... Alors les serveurs sont le prolongement de nos mains parce qu'ils passent nos assiettes, mais
Et nous, on passe les émotions à travers comment on interprète un plat, une recette ou encore un produit. Et le secret de la réussite, je pense qu'il est là. C'est l'intention qu'on met dans une assiette. La transmission. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre, parce que c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. La transmission, c'est aussi comme ça que circulent les histoires, les transmissions des âmes aussi et des valeurs. Autour de ce sujet, qu'est-ce que vous nous réservez? C'est maintenant votre chronique de bouche à oreille. Générique. Et déjà, votre cliente est bavarde. Oui, ben, c'est vrai que je suis connu en Vendée pour être un passeur, et un passeur d'une culture. Ouais. D'une identité. Et donc, je m'appuie sur ces enquêtes qui ont été menées déjà maintenant depuis 50 ans pour les plus anciennes, jusqu'aux années 90 à peu près. Et parmi toutes ces enquêtes, on a cette dame, Rose Couillon, qui est née en 1898 à l'Épine et qui se souvient d'un premier réveillon. Et ça a été la surprise, donc ça nous positionne. Elle a dit dans l'ensemble des témoignages, ça remonte à 1957, ce qu'on va entendre. Hein, oui. Donc voilà. Donc le premier réveillon qu'a connu Rose Couillon au bout de l'île de Noirmoutier. On écoute. À Noël, il n'y avait pas des chansons de Noël? À Noël, on allait à la messe de minuit. Il n'y avait pas de chanson spéciale là? Il n'y avait pas de chanson spéciale. C'était la messe, c'était la messe. Non, non. Rien. Ah non, il n'y avait rien. Oh non, pas dans notre temps. Après, même, après, forcément, la jeunesse à Noël, elle fait la bombarde, et puis ils font Noël maintenant. Hein. J'ai vu l'an dernier, j'ai eu une petite fille qui a 17 ans, là, avec des copines, ils étaient au moins une vingtaine. Alors, j'ai la maison Jean-Pierre, là, la jaune, à côté, là, sur la rue. C'était ma fille, mais qui habite là, Bois-Verdun. Elle a dit, mais du moment qu'il y a le chauffage, elle a dit, on va demander à Tata si elle voulait qu'on ferait les réveillants. Mais ils étaient au moins, il y avait des Parisiens, des gars qui connaissaient tout ça. Ils étaient au moins 20 des 4-5. Alors ils ont fait les réveillons, ils ont mangé, ils ont une partie de la nuit dansé, chanté et tout. Et puis le lendemain, il y avait encore de quoi manger. Ils ont encore mangé le midi jusqu'à 2-3 heures et tout. Comme quoi c'était un événement. Oui. Hein. Non, les réveillons, moi de mon enfance, c'était les voisins les amis de mes parents. Ouais. 3 ou 4 couples, et puis bon, le gâteau, on traînait un petit peu. Mais de repas comme on fait aujourd'hui, non. C'est le jour du 1er de l'an. Le deuxième témoignage, c'est quelque chose qui a existé dans quasiment toute la France, même en Grande-Bretagne. Ça s'appelle la guile en œuf. Alors, ça c'est le nom vendéen. Oui. Ailleurs, ça s'appelle, en Angleterre, c'est plutôt le nom de cadeau qui est mis en avant. D'accord. En Normandie, par exemple, c'est les équilles. Les équilles. Oui, c'est des vieux mots, et tout ça, c'est cadeau. Et donc, on découvre que c'est un phénomène qui remonte à l'époque druidique quand même, et qui était justement ce jour-là un porte-bonheur à ses voisins, à sa famille, à ses proches. Et en Vendée, jusque dans les années juste après la guerre, parce que parmi mes témoins, oui. Je te l'ai dit déjà, il y a eu sa maman. Ah oui, donc on va entendre votre maman. Oui, sa maman recevait les marins de Saint-Gilles qui venaient quêter la guile en œuf. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce qu'on va entendre comment ça se passait. Alors, cette dame donc, est née en 1898. Elle nous parle quand elle était encore jeune fille, donc dans les années 20. Vous l'avez déjà entendu, cet extrait, ou pas? Non, jamais. Ah, donc émotion. Ah non, mais vraiment, bon, ça me touche. Bon, on écoute ça. Mais là, c'est pas ta maman. Ah, c'est d'accord. Voilà. D'accord, c'est pas... D'accord. Ah, j'ai cru... Non, de ta maman, j'ai récupéré... c'est comme ça. Oui, je m'en doute. Et puis, par contre, quelques jours après, elle m'a donné le texte de ce qu'elle avait entendu chanter. Oui, d'accord. Donc, je l'ai publié dans un des bouquins sur le canton. Mais là... Ça vous intéresse quand même, Jean-Pierre? Bien sûr. Bon. Oui. On écoute. Oui. Ah, ben c'était les gens d'ailleurs qui venaient de Saint-Gilles. Ils chantaient le guile en œuf. Ah ouais. Ils appelaient ça la guile en œuf. Ils venaient la veille du 1er de l'an. La veille du 1er de l'an? Oui. Puis ils montaient, on les voyait monter à les fermes. Alors, moi, je les ai vus monter bien des fois. C'était les gens de Saint-Gilles? Oui, qui venaient avec un sac sur leur dos.
pour ramasser du pain. Puis ils chantaient la Guilon Neuf. Ils demandaient, voulez-vous qu'on vous chante la Guilon Neuf? Ils demandaient. Et puis s'il y en a qui leur disaient, c'est pas la peine. Ben, ils ne le faisaient pas, mais ils leur donnaient la charité quand même. Puis les autres disaient, si vous voulez. Alors ils leur donnaient, ils chantaient une petite chanson, la Guilon Neuf, nous vous la souhaitons. La bonne année, nous vous la souhaitons. La Guilon Neuf, nous vous la demandons. Qui chantait. Ah, c'était pas les gens de chez nous, hein. C'était pas les gens de chez Ah vous non, qui, non, 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 qui chantaient. Non, non. Ça venait de Saint-Gilles. Saint-Gilles-Sion, partout, là. Ah ouais. C'était les marins. Ça. Les marins, Ah, oui. Ils sont pas heureux, les marins, autrefois, hein. Ah ouais. Oh, oh. Mais pensez-vous, vous n'allez jamais à la mer, hein. Alors quand il fallait vivre l'hiver, travailler l'été pour manger du verre, ben, vous savez, c'était dur, hein. C'était dur. Oui, c'était dur. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre, merci les Jean-Pierre. C'est déjà la fin de notre émission, merci, ça passe vite. Hein. On aimerait, parce que vous nous avez fait rêver, alors on a eu vous nous avez révélé un peu du voyage culinaire qui nous attend pour le repas, le menu de la Saint-Sylvestre. Il reste quelques menus, quelques places. Il suffit de téléphoner au domaine et puis je crois que vous réservez quelques offres spéciales. Voilà, exactement. Vous pouvez sur notre site, mais sinon nous appeler directement au château. On sera ravis de prendre votre réservation et de vous faire des propositions notamment très avantageuses pour découvrir aussi le château, les maisons des bois. Comme ça, vous profitez pleinement de votre soirée de réveillon. Vous profitez des accords qu'on vous réserve et puis vous pouvez vous réveiller le 1er janvier et démarrer merveilleusement l'année au milieu du Boignard. Si ça, c'est pas le bonheur. Voilà, merci exactement. Édouard, merci Valentin. Ça donne envie, merci. Vous nous avez mis en appétit, donc plus qu'une chose à faire. Alors rendez-vous au domaine du Boignard. Je vais y aller. On y va. Allez, à toutes. À toutes.